avant que ça s'ouvre, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Julien Vic, je suis rhumatologue adulte à l'hôpital Cochin. Je suis dans le cadre du centre de référence et je travaille avec Pierre, Brigitte et tous les autres, mais sur la partie transition à l'âge adulte. Et donc, pour ma part, en fait, je, entre guillemets, récupère les patients qui nécessitent un suivi rhumatologique à l'adolescence, chez les jeunes adultes ou ultérieurement, dans le cadre des arthrites juvéniles. Voilà, donc, espérons que ça fonctionne. Voilà, donc, l'idée de la transition, c'est cette idée de passage de relais, qui est un processus en fait dynamique, qui apparaît qui se situe à peu près vers l'adolescence. Alors, il n'y a pas d'âge défini, ça dépend de la maladie, ça dépend évidemment des patients, ça dépend de la famille, ça dépend éventuellement des médicaments, de l'avance de maturation psychologique, on va dire, de tout le monde, pour passer le relais. Et donc l'idée, c'est que l'on passe généralement la maladie, effectivement c'était pas une bonne idée ce que j'ai fait, la maladie débute dans l'enfance, où le plus souvent la famille a une part évidemment prépondérante, et puis on va arriver à peu près à cet endroit, ça va peut-être marcher. On arrive là où finalement c'est une période délicate, on le sait, pour les patients avec beaucoup de bouleversements. Et notamment, vous voyez que notamment le contexte social prend une part assez importante. La famille, dans cette période-là, parfois moins. Et puis après, notre objectif, nous, c'est d'aider à amener, dans le cadre d'un patient qui le nécessite, à un équilibre à l'âge adulte entre la vie personnelle, familiale, amicale et également professionnelle. Et donc nous, on va être amené ici à parfois jouer le rôle d'un petit angelot pour aider, voilà, parfois le rôle d'un petit diable parce qu'on va devoir les enquiquiner avec les traitements, etc. Et on va devoir nous aussi composer et jouer, avoir la double casquette, savoir lâcher du lest à certains moments, mais parfois être intransigeant, notamment sur certains traitements. Alors pourquoi est-ce qu'on va avoir besoin de cette transition? C'est qu'on sait que, pas très précis, mais c'est volontaire, plus de 50% des arthrites juvéniles idiopathiques nécessitent une prise en charge à l'âge adulte. On est souvent plus près de 2/3. Cette prise en charge, elle est soit parce que la maladie, elle est toujours active, inflammatoire, donc on va devoir modifier le traitement, on va devoir adapter le traitement. Parfois, on va pouvoir le diminuer lorsque la maladie va être suffisamment contrôlée quand les patients vont nous être adressés. Et parfois, la maladie, elle va s'éteindre, mais malgré tout, les patients vont conserver les séquelles de cette maladie avec des articulations abîmées, des douleurs résiduelles, etc. Et donc, on a aussi ce rôle-là d'orienter les patients sur la prise en charge douloureuse. Ça, vous allez avoir une communication là-dessus, mais éventuellement vers une prise en charge prothétique si jamais l'articulation est abîmée alors qu'il n'y a plus d'inflammation. Donc notre rôle là va être d'empêcher cette évolution structurale, cette évolution fonctionnelle. Alors cette planche, vous ne la regardez pas vraiment, vous regardez simplement le petit camembert en bas à droite. C'était une étude il y a plusieurs années nordique qui a démontré, et c'est toujours le cas aujourd'hui, malgré, même si c'est probablement moindre, malgré les biothérapies, c'est qu'on voit que finalement il n'y a qu'un nombre très faible de patients qui vont avoir des conséquences fonctionnelles importantes de leur maladie. C'est-à-dire que vous avez grosso modo 90% des patients qui vont avoir peu ou pas d'atteinte fonctionnelle, peu ou pas de douleur, peu ou pas de boiterie, etc. Donc ça va plutôt se passer très bien pour la majeure partie des patients et les familles qui sont touchés par l'arthrite juvénile, mais il y a environ 10% des cas qui sont des formes sévères pour lesquels les traitements ne sont pas faciles à adapter. Et donc,
que ce soit évidemment les pédiatres ou nous-mêmes, on va avoir pour rôle d'essayer d'éviter que la maladie progresse chez ces patients-là et ont des conséquences. Et puis on sait que l'évaluation du retentissement à l'âge adulte est importante. Sur le plan fonctionnel et structural, ça je viens d'en dire un mot avec la diapositive précédente, mais également, c'est pas seulement physique, une maladie, surtout une maladie chronique, c'est aussi un retentissement psychosocial, un retentissement affectif. Et tout ça, vous avez vu qu'à l'adolescence notamment, il y a des perturbations spécifiques à cette période et à l'entrée dans l'âge adulte qui interviennent et qui sont d'autant plus bouleversées que la maladie existe avec les contraintes de cette maladie. Donc les objectifs médicaux, ils vont être ceux-ci. Ils vont être d'essayer au maximum, bien évidemment, de ne pas perdre de vue le patient quand le patient va passer de l'état de cocooning dans lequel il est dans le service de pédiatrie à la prise en charge dans un service d'adultes. Donc bien évidemment, ça va passer par une organisation la plus importante possible, évidemment chez les pédiatres qui ont un rôle d'explication avant le passage de la transition, mais également de notre part chez les adultes pour expliquer que la prise en charge va probablement être un peu différente dans la façon de faire, et puis aussi dans l'autonomisation du patient, puisque la transition, le principal objectif, ça va être aussi que le patient qui grandit, qui devient adulte, va s'autonomiser dans la prise en charge, qui, à l'âge pédiatrique, est évidemment en grande partie ou exclusivement sur les épaules des parents. Ça va être du fait d'essayer d'éviter ces pertes de vue, d'éviter l'apparition ou l'aggravation de lésions structurales, ça je vous l'ai dit. Et puis ce qui est important, c'est qu'on sait que quand il y a une certaine période où la maladie va être plus inflammatoire et va potentiellement plus abîmer les articulations, pendant quelques années, même si ce n'est pas vrai chez tous les patients, on sait que pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est là où les destructions vont se faire. Et donc si on perd les patients de vue pendant ne serait-ce que 1 an ou 2 ans, parfois, ça nous est déjà arrivé, on récupère les patients avec des lésions qui sont déjà installées, qu'on ne pourra pas récupérer, et donc des conséquences fonctionnelles qui, malgré les traitements instaurés, ne vont pas se réparer. La prise en charge de la douleur, là aussi, je vous l'ai dit auparavant, c'est pas forcément directement lié à l'inflammation, mais parfois aux séquelles, parfois à l'intrication entre ce qui s'est passé auparavant, des patients qui ont été douloureux, qui ont été inflammatoires, qui ont eu un retentissement psychologique de cette douleur, et donc il y a clairement une interface entre cet aspect organique de la douleur et cet aspect organique, notamment sur la chronicisation de la douleur. Ça, je vais passer, peu importe. Et donc, ça va être important pour que ce lien et ce fil conducteur entre l'équipe pédiatrique et l'équipe adulte ne soit pas rompu par les différents facteurs intervenant à l'adolescence, les changements psychologiques, la pression sociale, le ras-le-bol de la maladie et des médicaments, puisque souvent ce sont des patients qui évoluent depuis longtemps, parfois très longtemps, quand la maladie a débuté à un âge jeune, et donc c'est parfois cette période-là qui est propice à une rupture de suivi. Donc le rôle des pédiatres et notre rôle est cette communication entre les deux services et avec la famille et avec les patients ont pour objectif d'aider l'adolescent et le jeune adulte à s'approprier la maladie, d'autant plus qu'il est de plus en plus à même à comprendre ce qui se passe, comprendre pourquoi il a mal et à quel moment il a mal, pourquoi on fait des prises de sang de temps en temps, pourquoi on donne tel ou tel traitement. Donc, l'adolescent doit s'approprier la maladie et pour ça, il faut plusieurs choses. Une des premières choses, c'est qu'il soit de plus en plus l'interlocuteur, de façon évidemment progressive, sans exclure évidemment la famille qui reste là souvent d'ailleurs de façon quasi constante dans les premières consultations,
on va en reparler. Donc devenir l'interlocuteur évidemment privilégié de l'équipe médicale lors des consultations, mais également en dehors, avec les appels potentiels, avec les échanges de mails, etc. Il faut qu'il apprenne à connaître de mieux en mieux donc, les symptômes, sa maladie, savoir reconnaître les signaux d'alerte d'une éventuelle crise pour pouvoir éventuellement là aussi nous contacter. Donc ça, par exemple, c'est vrai que ça nous arrive de plus en plus. Ce sont des jeunes qui font leurs études, qui changent de ville, ou alors en tout cas qui quittent le domicile parental, et donc les parents ne sont pas forcément et plus forcément le relais direct d'un symptôme douloureux, même si évidemment ça arrive encore quand ils sont adolescents et qui sont encore chez leurs parents. Donc là aussi, je vous l'ai dit, hein, ils sont à même de plus en plus à comprendre pourquoi est-ce qu'on fait certaines choses, donc les traitements ou les investigations, que ce soit par prise de sang ou par radiographie. Donc c'est aussi à nous de leur expliquer pourquoi on fait ça. Et puis, faire avec et se projeter dans l'avenir, c'est-à-dire vivre avec leur maladie. D'accord ? Ça, ils le font depuis longtemps, mais il va falloir que de plus en plus, la famille qui était extrêmement présent le soit de moins en moins, non pas pour l'exclure, mais surtout pour que le patient s'autonomise, devienne autonome, que ce soit dans sa vie personnelle, ça c'est l'adolescence qui veut ça, mais aussi vis-à-vis de sa maladie. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour essayer d'être le plus efficace possible ? Je pense que ce que j'ai entouré ici est probablement le plus important. C'est-à-dire que quand les patients, je vous parlais de cocooning dans le service de pédiatrie, c'est-à-dire que souvent, effectivement, que ce soit le patient ou la famille, vous êtes extrêmement entouré. Vous avez un référent médical, et ce référent médical, généralement, vous l'avez depuis que l'enfant a 3 ans, 5 ans, 8 ans, et ça fait 10 ans que vous l'avez quand la main est passée chez les adultes. Et donc, ce que veulent les patients, ça a été démontré dans des études, c'est qu'ils veulent avoir un référent médical et pas être ballotté d'un médecin à un interne, à un chef, etc. Parce que là, c'est le meilleur moyen qu'au bout de 1-2 consultations, là, il y ait une fuite du patient du service en disant « ras-le-bol, je ne comprends pas ce qu'ils me disent, ils disent tous des choses différentes ». Et donc quitte le milieu médical et soit récupéré un petit peu plus tard si jamais ils ne sont pas retournés vers l'équipe pédiatrique, ce qui arrive de temps en temps. Donc il va falloir discuter avec le patient. Donc, ce référent médical, donc, nous sur la transition qu'on a voulu essayer d'instaurer avec l'équipe de Necker maintenant depuis plus de 10 ans, c'est justement d'avoir, alors à l'époque il y avait 2 référents médicaux sur Cochin, maintenant il n'y en a plus qu'un, c'est moi-même, donc ça simplifie les choses. Il y en a 1,5 maintenant avec le professeur Miceli qui est en train de venir travailler avec nous sur cette transition. Et donc c'est l'avantage qu'il y ait un seul correspondant et que les pédiatres, mais aussi le patient et les parents, savent à qui s'adresser à l'hôpital Cochin. Et puis après, il va falloir qu'on commence à discuter avec le patient et la famille. Donc ce qui est important, c'est la transmission évidemment orale lors des premières consultations, pouvoir répondre aux patients, pouvoir éventuellement leur expliquer aussi que, comme je vous le disais, la prise en charge va être un petit peu différente, c'est-à-dire que chaque médecin est différent, qu'une équipe pédiatrique ne prend pas en charge les patients de façon à l'identique que les adultes, plutôt que les adultes ne prennent pas en charge comme les pédiatres, et qu'il faut qu'on explique pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les choses de la même façon, voilà, pour qu'il y ait une adhérence à la prise en charge. Donc ces premières consultations, c'est important si c'est nécessaire, parce que parfois ça passe très bien, on a besoin de 15 minutes de consultation, le patient va très bien, il était très bien préparé,
il n'avait pas de douleur, il n'a toujours pas de douleur, on se présente, on examine le patient, tout va très bien, on reconduit le traitement, et puis ça prend une quinzaine de minutes et tout va très bien. Mais parfois, les choses sont plus compliquées, parce qu'ils ne vont pas toujours très bien, parce qu'ils sont stressés par la transition, et donc il faut savoir prendre le temps de ces premières consultations. Donc parfois, on peut être amené à prendre une demi-heure, voire parfois 3/4 d'heure sur ces consultations, en tout cas autant de temps que c'est nécessaire. Et puis, alors évidemment, alors là je vous ai mis consultation seule avec l'adolescent. Évidemment, les premières consultations, quand le patient vient avec la famille, il est hors de question que la famille reste dans la salle d'attente, mais ça va être un petit peu l'objectif à terme, après quelques consultations, qu'au début toute la consultation se fasse avec la famille, puis après, par exemple, seulement l'examen, toute la consultation sauf l'examen clinique, où le patient, le jeune se déshabille, puis après peut-être l'interrogatoire plus l'examen, et puis les conclusions, on le fait avec la famille, enfin, progressivement. Et puis moi j'ai beaucoup de patients, même jeunes, même non adultes parisiens, qui viennent tout seuls, sans la famille, et puis la transition se fait progressivement comme ça. Alors ça c'est la transmission orale et la prise en charge orale des consultations. Et puis je vous l'ai dit, Internet, alors le téléphone fonctionne toujours, même si à l'hôpital public, c'est pas toujours facile de vous avoir directement, et c'est pour ça très difficile, je dirais même. C'est pour ça que je pense que Internet a un rôle clair à jouer, clair pour nous toucher, nous, quand vous avez des questions, que ce soit les parents ou le patient. Parce que c'est très simple de nous envoyer un mail en disant voilà, je ne vais pas bien, j'ai une crise, est-ce que vous pouvez me recontacter dans la journée ou dans les 24 heures? Nous, ça nous permet d'avoir le mail, que si on n'est pas disponible dans les 4 heures, on ne soit pas harcelé de coups de fil toutes les heures, parce que vous, ça vous enquiquine, ça vous agace. Et puis nous, on a des messages qui se mettent les uns sur les autres du même patient, donc on dit oui, mais quand j'ai le temps. Et puis, généralement, les mails, ça permet de donner le temps de répondre et de rappeler ou de renvoyer un mail, et ça, c'est quand même extrêmement pratique. Et puis, en discutant dans le centre de référence, on s'est dit que d'avoir un site internet supplémentaire au site du centre de référence, pouvant essayer de répondre à certaines questions, certaines interrogations qu'on a déjà un petit peu discutées là, c'était pas mal. Donc on a créé un site internet qui s'appelle AJ et moi, quelle que soit la façon de le taper. Si vous tapez ça sur Google, vous tombez dessus, pour pouvoir essayer justement d'expliquer un petit peu la maladie, ce qui permet, donc je vous mets là ici quelques planches du site, ce qui permet de naviguer sur le site, que le jeune puisse aller regarder une page, se déconnecter, ne plus y penser pendant un mois, mais se dire ah bah tiens, j'avais lu ça, peut-être que je peux essayer de lire un petit peu plus loin. Donc vous avez plusieurs choses. Vous avez les explications très simples de la maladie, très simples des traitements. Et puis vous avez aussi, donc ça c'est la maladie, vous avez aussi quelques points plus spécifiques à la transition, notamment des points spécifiques, puisque ce sont, on va dire, la transition, on va l'élargir jusqu'à 25-30 ans. Les adolescents, c'est assez large aujourd'hui, ça peut partir de 10 ans, mais ça peut tarder un peu. En tout cas, moi je discute souvent et j'inclus dans cette transition le passage à l'âge adulte et donc la sexualité, donc la transmission éventuellement aux enfants de patients qui ont une arthrite juvénile. Donc on a fait un chapitre sur cette transmission génétique qu'on vient de discuter. Sur également la grossesse, donc il y a quelques messages là qui sont sur le site pour dire que les AJI n'interviennent pas dans la fertilité des jeunes patientes, notamment pour avoir des grossesses, que généralement quand les conditions sont bien réunies, les grossesses se passent bien, et qu'il faut malgré tout un suivi bien organisé de cette grossesse sur le plan obstétrical, mais également sur le plan rhumatologique, pour que les choses se passent bien. Et puis, on a évidemment fait tout un chapitre sur les voyages, sur les études à l'étranger, donc ce qui inclut les deux. Et donc tout ça, ça permet de donner quelques explications sur les papiers qu'il faut avoir quand il y a des voyages scolaires, quand il y a des études à l'étranger, ce qui est extrêmement de plus en plus fréquent.
C'est des choses qui sont à prévoir, qui sont assez simples, qui posent généralement que très très peu de problèmes. Mais quand il y a des injections, de quel que soit le traitement, des injections de méthotrexate ou de biothérapie, il faut évidemment organiser un petit peu les choses, parce que si vous arrivez à l'aéroport avec vos seringues, les Américains ils vont pas être d'accord, ils ne vous laisseront pas passer. Voilà, c'est tout. J'ai tout dit. Des questions pour Julien Luc? Transition, passage à la physiothérapie, oui, monsieur. Oui, bonjour, excusez-moi. Oui, au niveau du passage de l'enfant à l'adulte, est-ce que le nombre est très important? Le nombre de patients, je disais, c'est généralement c'est facilement 2/3 à peu près, entre 50% et 2/3 de patients qui nécessitent qu'ils soient vus à l'âge adulte. Donc il y a un gros tiers de patients qui rentrent en rémission suffisamment nette, sans traitement, pour ne pas avoir besoin de suivi du tout. Chaque cas est différent et c'est évidemment l'évolution de chaque patient qui va dire à l'équipe pédiatrique, non, là, clairement, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans sans traitement, qu'il n'y a aucun symptôme, donc c'est pas la peine, on arrête le suivi. Et puis, malgré tout, plus de 50% des patients vont nécessiter quand même un suivi. Alors parfois, moi, ça m'arrive d'avoir des patients qui sont en rémission depuis 1 an ou 2 ans, mais l'équipe de Pierre et de Brigitte me les envoie quand même pour qu'ils puissent avoir un point d'ancrage s'il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'ils me voient 1 fois, 2 fois, je valide ce qui existe déjà, c'est-à-dire la rémission, mais ils me connaissent, ils ont mes coordonnées, ils m'ont vu, et si jamais il devait se passer quelque chose, un réveil de la maladie après de nombreuses années, au moins ils savent à qui s'adresse. Ça va revenir. Il ne faut plus y penser, ça. Sur Paris, vous êtes. C'est Cochin qui s'occupe des enfants, des adolescents enfants Alors, il y a 2 grands centres sur Paris. Il y a, on va dire, Necker, Cochin, Robert Debré, qui là a une filière effectivement de passage qui draine beaucoup d'arthrite juvénile. Donc nous on récupère, on va dire, cette filière-là. Et puis le deuxième grand centre où il y a des arthrites juvéniles pris, c'est Bicêtre, qui ont une organisation équivalente. À peu près équivalente. Et en province, j'ai longtemps Madame Mistier qui est très intéressée par la suite et après le chien. Il y a une personne mariée qui place une méthodologie d'adulte. Et en province, ça se passe comment? Parce que moi je suis de Nantes. Oui. Alors, les passages se font dans les CHU. Oui, il y a quand même beaucoup effectivement de centres, alors évidemment plutôt dans les grandes villes, en tout cas je sais que Lyon c'est clair, que Bordeaux ça existe, etc. Quand même dans les grands centres, il y a des choses qui sont mises en place pour la prise en charge des patients. Après il faut se renseigner. Nantes directement, je ne sais pas si tu sais. Non, ça se passe pas mal pour les échos que j'ai. Il y a des liens entre pédiatriques et des rhumatologues d'adultes. Et j'ai des échos de jeunes patients qui ça se passe pas mal, je crois. Alors bon, bien sûr, ce qu'on va être un peu biaisé. Et par rapport aux médicaments, quand vous parlez de grossesse, il faut arrêter les médicaments quand vous êtes en biothérapie, ça... Alors ça dépend des cas. Pour parler des biothérapies anti-TNF, aujourd'hui, on considère dans l'absolu que ça reste encore une contre-indication, mais nos autorités nous autorisent de plus en plus, dans les formes notamment particulièrement sévères, quand il y a une mise en danger, on va dire, des patientes articulaires, de permettre aux jeunes patients de concevoir l'enfant sous biothérapie, et que les 2 premiers trimestres, sinon ça fait un peu long, les 2 premiers trimestres de la grossesse se fassent sous biothérapie,
Par contre, la contre-indication absolue, c'est que le troisième trimestre, lui, se fait avec l'arrêt de l'anti-TNF. Et je parle pour l'instant que des anti-TNF en vous disant ça. Donc on est de plus en plus tranquille, il n'y a pas d'effet tératogène démontré. Et donc quand on n'a pas le choix, quand on peut, on essaye d'arrêter la biothérapie malgré tout avant la conception. Quand on n'a pas le choix, en ce qui concerne les anti-TNF, je ne parle pas du méthotrexate mais des anti-TNF, personnellement, moi, j'ai pas d'arrière-pensée pour que la patiente conserve le traitement. En ce qui concerne les jeunes adultes hommes, il n'y a aucun problème, ils peuvent concevoir sous anti-TNF. Et pourquoi vous mettez à part le méthotrexate? Parce que c'est un médicament qui, là, lui, a démontré sa tératogénicité. Par contre, c'est vrai que le délai d'arrêt du méthotrexate est de plus en plus raccourci. Avant, c'était 3 mois. Aujourd'hui, c'est 1 mois, tout en sachant qu'on est de plus en plus tranquille, parce qu'il a été clairement démontré que le médicament s'éliminait très vite dans l'organisme. Et donc, il n'y a pas longtemps dans le service, on a eu une patiente qui a été enceinte 2-3 jours après sa dernière prise de méthotrexate, et pour lequel, après différents avis, on n'a eu aucun problème de continuer la grossesse, sous surveillance bien évidemment, mais on n'a pas d'inquiétude de tératogénicité particulière. Voilà, mais on va dire par précaution, c'est 1 mois d'arrêt avant la conception pour le méthotrexate, qui reste lui un médicament tératogène démontré. Merci. Bonjour, donc ma question en fait va être un petit peu complémentaire par rapport à la personne qui vient d'intervenir. Donc c'est par rapport à ce passage à l'âge adulte, est-ce qu'il vaut mieux s'adresser à un rhumatologue vraiment spécialiste de l'AGI, ou est-ce qu'on peut, sans aucune crainte, je dirais, prendre rendez-vous avec n'importe quel rhumatologue? Est-ce qu'il vaut mieux s'adresser à un centre de référence? Moi, j'aurais tendance à vous répondre oui, malgré tout, même si, voilà, ça reste des pathologies qui sont, je pense, pas très bien connues par les rhumatologues en règle générale. C'est heureusement assez rare, même si pas tant que ça. Et puis surtout, je pense que ça permet aussi que les spécialistes soient avertis des différentes spécificités de ces AGI, les uveites à U blanc, les choses comme ça, que ce rhumatologue soit un peu sensibilisé justement à toutes les petites particularités de l'âge adolescent, jeune adulte, les grossesses, des choses comme ça. Donc je pense que la prise en charge est plus spécifique et plus complète quand c'est dans un centre de référence ou quelqu'un qui soit un petit peu averti sur le sujet plutôt que le rhumatologue lambda. Clairement, les AGI à l'âge adulte restent des AGI avec leur spécificité. Donc ça ne devient pas des polyarthrites rhumatoïdes toutes venantes comme on en voit énormément chez l'adulte. Voilà, donc si on ne connaît pas les uveites à U blanc, et ben on ne connaît pas et on peut passer à côté. Donc, généralement, le patient, la famille, ils connaissent bien, ils sont bien avertis, mais voilà, je pense que ces particularités-là font que la prise en charge dans un centre spécifique est, à mon avis, plus adaptée. Merci.